Salut à tous et bienvenue pour le talk show du Phocéen. Promis, lundi, je rends cette place à Romain Herring. En attendant, j'ai encore envie de me faire plaisir avec un talk passionnant puisqu'il précède la reprise du championnat de Ligue 1. Tout de suite le sommaire en images. On va parler donc du déplacement de l'Olympique de Marseille à Rennes. Ce sera pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. On va s'interroger un peu aussi sur l'avenir de Luis Gustavo, mais aussi parler de Kevin Strootman, le joueur de l'AS Roma, et puis également de Javier Chicharito Hernandez de West Ham. Vous l'aurez compris, on va se faire plaisir avec une bonne page Mercato. Vous la demandiez, vous allez l'avoir, c'est promis. Et pour cela, je vous ai concocté, parce que c'est moi, voilà, c'est moi qui m'organise, qui fait tout ça. Je vous ai préparé un petit plateau, un plateau aux petits oignons, un petit plateau aux oignons, ça marche pas. Un petit plateau aux petits oignons avec ce qu'on pourrait appeler un quatuor digne du cœur des hommes. Voilà, pour vous donner un aperçu. Tony Sellier. J'ai l'impression d'être dans une salade de fruits en fait. Quel fruit je vais jouer ce soir mais... La voix de France Bleu Provence avec à tes côtés DJ Soon, le son des clubs de Marseille. Ouais. Voilà, on arrive à être complémentaires là en termes audio. On couvre quasiment tout sur Marseille. En face de vous, je suis persuadé qu'on a la même programmation, mais bon, pas sûr. Pas loin, ça va se rejoindre au bout d'un moment. Fabrice Leski, l'autre voix de France Bleu Provence. Ça date. Ouais, ça restera à vite. C'est elle résonne encore. Ça. Et en parlant de raisonner, voilà, Christophe Champy est également fait le plaisir d'être avec nous. Le plaisir à partager. C'est très bizarre, Christophe, d'animer une émission et de te voir en invité. Je viens tellement souvent en plus. Voilà, c'est ça. Normal. Non, mais après ton fois où je t'ai vu animer, et c'est un peu comme les gens qui rêvent d'un groupe de rock. Et puis finalement ils ne remplacent pas le groupe de rock, mais ils sont sur scène et ils voient le groupe de rock les regarder. C'est très étrange. On va arrêter de suite ce parallèle et se concentrer, messieurs, sur l'Olympique de Marseille. Je crois que ça vaut mieux pour tout le monde. Et j'ai envie de faire un petit débat sur Rudy Garcia. Tiens, ça fait longtemps. Alors il va regarder l'émission, il va se dire mais il pouvait pas me laisser tranquille là, ça commençait à devenir sympa. Non, Rudy Garcia, souvenez-vous, il y a quelques mois, c'était le nom qui ressortait, qui était sur la cible préférée des supporters, le responsable numéro 1 de la situation de l'Olympique de Marseille. Bon, cette situation, elle s'est nettement améliorée. Est-ce que du coup, on peut dire c'est grâce à Rudy Garcia en premier lieu? C'est la question que je vais vous poser. Est-ce que ça s'est aussi retourné autant dans son opinion et sa cote de popularité autant que les résultats? J'ai pas cette impression, Tony. On peut lui reconnaître au moins un mérite, au-delà du fait que l'OM est dans la course au podium aujourd'hui, c'est qu'il a su à un moment reconnaître peut-être qu'il avait eu tort. On sait tous qu'il a changé son système de jeu. On a l'impression que c'était un mec complètement obtus, qu'il allait rester sur ce système-là. Ça a changé, ça a payé. Et pour l'instant, il le maintient, ça a mis ses joueurs en confiance. Pour moi, c'est assez révélateur. J'ai pas attendu aujourd'hui pour savoir que c'est un mec intelligent. Mais on peut au moins lui reconnaître ça. Les résultats sont là aussi. Je vais pas lui ériger une statue. Faut pas pousser non plus, ça vient trop tôt. En revanche, pour l'instant, on a envie de le laisser tranquille. Oui, forcément, puisque là il y a une seconde partie de saison qui s'annonce. Babou, est-ce que tu trouves pertinent de faire un parallèle avec Didier Deschamps, dans le sens où quand Didier Deschamps était en poste, dès la première saison, il s'est ramassé je sais pas combien de critiques, tout le monde lui tombait dessus. Et puis, quelques années après, une fois qu'il n'était plus là, il y a des admirateurs de Didier Deschamps qui sont sortis du bois, qui nous expliquaient que c'était le résistant de la 25e heure. Voilà, les fameux qui nous expliquaient que Didier Deschamps, le grand Didier Deschamps, tout ça. Alors que sur le moment, il n'y avait absolument personne pour le défendre. Mais le parallèle qu'on peut faire, je pense, sur les deux, moi, ce qui me ressort bien sur ces deux hommes-là, c'est que ce sont des hommes qui ont des idées bien arrêtées, qui savent exactement où ils veulent mener leur barque. Deschamps, quand il arrive à Marseille, la différence de Rudy Garcia, c'est que lui, par contre, il a une équipe tout de suite qui peut être efficace. Il a des moyens. Rudy Garcia, il est quand même arrivé en cours d'année dernière et je pense que les moyens qu'il avait l'année dernière n'étaient pas les mêmes que ceux qu'il a cette année. Peut-être pas les mêmes que ce qu'il aura l'année prochaine aussi. Et c'est un garçon qui a su s'adapter petit à petit. Tu parlais du système. L'année dernière, ça fonctionnait. Ça fonctionnait plus en début de saison. Avec les nouveaux joueurs, il a fallu s'adapter. Il l'a fait. Il essaye un petit peu de s'adapter. Je sais pas si c'est à la demande populaire ou pas, mais il a tenté le 4-4-2 dernièrement pour faire plaisir peut-être ou pour essayer du moins. Et je pense que c'est quand même un homme qui a des idées, qui sait où il veut aller, mais il est capable un petit peu de s'adapter. À la différence, je pense, de Deschamps qui lui savait très bien ce qu'il allait mettre en place en arrivant et qui avait les joueurs pour.
Didier Soun, est-ce que Rudy Garcia avait aussi beaucoup de critiques sur le jeu? Forcément, il était attendu au tournant avec le match du PSG. C'était le fameux match, on va voir si on se prend encore une valise contre un gros. Il n'a pas gagné, mais il y a eu un gros match avec un très bon comportement de l'équipe. J'ai l'impression que c'est un peu un tournant dans l'opinion, même s'il y avait, en termes de trajectoire, la victoire à Nice était très importante. Est-ce que, en termes de jeu maintenant, c'est satisfaisant, le fait d'aligner comme ça beaucoup de joueurs offensifs, par exemple? On va dire qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a déjà sous la main. Il a de très bons joueurs, il a des joueurs moyens aussi, il a des joueurs qui sont médiocres. Il faut dire la vérité. Tu as justement dit que Deschamps avait une équipe tout de suite efficace. Il avait de gros noms quand même. Rudy Garcia, il fait avec Rolando en défense centrale. Bon, on va pas enfoncer le Portugais non plus parce qu'il fait le boulot mine de rien. Après, bon, c'est sûr que ça fait pas tous les jours rêver en tant que supporter. On peut toujours s'attendre à mieux, mais je trouve qu'il est un peu trop décrié justement parce qu'il fait le boulot. Il est quand même 4e de Ligue 1 derrière. Des effectifs qui qualitativement sont supérieurs à l'OM, il faut être objectif. Je pense que Lyon a une équipe supérieure à la nôtre, ça fait un peu mal de le dire mais c'est la vérité. Monaco et PSG, c'est difficile à accéder pour le moment, surtout le PSG qui est sur une autre planète. Je trouve qu'on est un peu trop exigeant avec un coach qui est arrivé en cours d'année, qui a réussi à nous sortir de la 2e place et à nous amener à la 5e, et pour l'instant qui maintient les objectifs que le club s'est fixé. Mais est-ce qu'il est vraiment décrié, Rudy Garcia? Sur les forums, oui. Moi j'y suis aussi quand même souvent sur les forums, et j'ai quand même connu beaucoup d'entraîneurs beaucoup plus décriés que ça, y compris Deschamps à la période dont tu parlais. Moi j'ai l'impression que Garcia, c'est un type, depuis que je le connais, depuis que je le vois entraîner, qui n'est jamais ni adoré, sauf peut-être quand il a été champion évidemment avec Lille, jamais adoré mais jamais vraiment décrié non plus. C'est quelqu'un qui passe assez bien. Voilà, on est tous conscients d'avoir quand même un des meilleurs entraîneurs du marché, en tous les cas en Ligue 1. Français, oui, bien sûr. Bon, après, évidemment, il y en a d'autres, des étrangers, mais en tous les cas, voilà, j'ai l'impression que personne ne saute au plafond en criant Garcia, parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas véritablement été séduit. Hein. Tu parlais d'un Garcia qui faisait ce qu'il pouvait avec ce qu'il a. Il a quand même une équipe et un budget qui sont quand même tout à fait honorables. Mais voilà, c'est quelqu'un qui rentre toujours dans ses objectifs, que ce soit au Mans, que ce soit à Lille, qui fait mieux, même souvent, qui a été formidable à la Roma avant c'est vrai, de baisser un petit peu dans l'esprit des supporters. Mais voilà, et puis à Marseille, pour l'instant, il fait pas de miracle. Mais j'ai l'impression qu'il est dans les objectifs aussi, quoi. Il va faire 20 mois. Pour l'instant, il n'y a pas eu ni le coup de génie, ni la catastrophe qui font que voilà, on l'adore ou on veut le voir partir. J'ai l'impression. Est-ce que il y a aussi, parce qu'il y a est-ce que le comportement de l'équipe, mais il y a aussi l'attitude. C'est vrai que, par exemple, quand on compare avec Eric Guéretz, avec autant d'ancienneté, Eric Guéretz il aurait fallu beaucoup de défaites pour que Eric Guéretz soit remis en cause par les supporters de l'Olympique de Marseille, avec l'aura qu'il avait eu en quelques mois. Ça valait aussi pour le niveau de l'équipe, il y avait eu un changement spectaculaire, mais aussi pour une certaine attitude. C'est vrai que Garcia a toujours gardé une certaine distance peut-être avec les supporters. C'est tout à son honneur de ne pas tomber dans le populisme. Ouais, franchement, moi c'est quelque chose que j'apprécie. Après, voilà, on peut aimer aussi les supporters, les entraîneurs qui en font un peu trop. Moi personnellement, je préfère un Garcia qui dit ce qu'il pense, voire faire un petit peu de langue de bois aussi de temps en temps, parce que de toute façon ça fait partie de son métier. Beaucoup même. Mais c'est surtout les joueurs qu'il a sur le terrain. Voilà. Guéretz, tous ces mecs-là, avec quand même quelques joueurs qui pétillaient. On va en parler, mercato, mais moi je trouve que ça manque de joueurs qui pétillent sur la pelouse, à part Thauvin qui régulièrement fait les différences. Sinon, c'est vrai qu'on n'est pas encore charmé. On est satisfait par les résultats, mais on n'est pas encore charmé par mais est-ce que ça, c'est pas aussi le fait de Rudy Garcia? Alors, tu vas me dire, Rémi Cabella n'est pas vraiment le joueur pétillant par définition. Regarde où il en est. Non, mais voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, on a fait de Cabella un héros. Par rapport à l'intersaison, il aurait pu garder un joueur comme Cabella qui a plus ce profil de joueur pétillant capable d'éliminer en un contre un. Il a préféré garder Lucas Ocampos qui est un bon soldat. Mais moi je le suivais sur ce choix-là. D'un pur point de vue économique. C'est un équipe de groupe ne serait-ce qu'économique. Mais c'est vrai c'est un joueur très jeune. On lui reproche quelquefois certaines choses qui ne sont pas réelles, et je suis d'accord avec Chris, notamment sur le côté offensif. Il a aligné quelquefois, quand il aligne Bounassar dans le couloir et Maxime Lopez en numéro 6, avec les 3 ou 4 joueurs offensifs qu'il y a à l'OM, avec un Luis Gustavo qui se projette aussi. Ouais, si c'est ça qui fait ça, on crie au génie. Voilà. Alors que là, on lui reproche souvent d'être un petit peu défensif, mais je trouve que quelquefois, il a aligné des belles équipes quand même. Didier Soun, est-ce que si l'OM finit 4e, sans trophée
en fin de saison, si c'est les objectifs sans plus. Garcia, ça commence à devenir compliqué ou pas? C'est compliqué justement de dire que Garcia serait mis en danger en finissant 4e, puisque en interne, apparemment, c'est l'objectif du club réel. Ouais. Enfin, si on arrive à faire mieux, bien sûr, ça c'est bien de lui dire, voilà. Ça c'est c'est super normal. de le dire, C'est le histoire de discours de lever la façade, pression. C'est trop dangereux de aussi, dire ouais. on doit être absolument en Ligue des Champions. Mais enfin, ça serait Mais un après, gros je coup pense sur la tête. qu'effectivement, ils préféraient tous finir en Ligue des Champions, que ça soit la direction, l'effectif, l'entraîneur, etc. Après, on pourrait pas non plus parler d'échec réellement si Garcia finit 4e. Ça serait un peu quand même sévère. Au vu de la concurrence, déjà, encore une fois, c'est pas pour répéter la même chose, mais oui, je suis désolé, je suis supporter, ça me fait un peu mal de le dire, mais Lyon, Monaco et le PSG sont toujours au-dessus de nous pour le moment. J'espère que l'an prochain, on arrivera à vraiment les concurrencer. On a fait jeu égal avec le PSG à domicile, c'était un très beau match et personne s'y attendait, puisque avant le match, si on nous avait donné une victoire de 1, on aurait dit ah oui super, on a su résister à l'ogre parisien, on a fait plus que résister, on a fait armes égales avec le PSG. Bon, si on finit 4e, il n'y a pas mort d'homme, je pense. Très bien, messieurs. Ouais, enfin, ça serait une sacrée déception quand même. Moi, j'en ai marre enfin, honnêtement, j'en ai marre de voir un OM qui n'est pas en Ligue des Champions, parce que c'est un club qui est fait pour, le stade est fait pour, le budget est fait pour, les supporters sont faits pour. Donc oui, c'est vrai, Monaco, Lyon, ils ont pris de l'avance, Lyon notamment parce qu'ils ont peut-être recruté plus intelligemment. Mais en tous les cas, voilà, encore une année supplémentaire sans Ligue des Champions. On va fêter bientôt, Europa, c'est gentil, dans... enfin bon... Dans quelques semaines, on va fêter le 6e anniversaire de la dernière victoire de l'OM en Ligue des Champions. Voilà. Ouais, on va oublier la dernière campagne. Je l'ai oublié. Mais même ça, c'est mieux que rien. Vous voyez, même une campagne pourrie comme ça, c'est mieux que rien. Voilà. J'en ai marre de ne pas voir l'OM dans cette compétition. Pour aller, Christophe, en Ligue des Champions, il faut probablement s'imposer au Roison Park, le nouveau nom du stade rennais. De la route de Lorient. Voilà, du stade de la route de Lorient. Et pour ça, on va voir un peu qui on aligne en attaque à l'Olympique de Marseille. Costas Mitroglou, Valère Germain, Clinton Ndiaye, ce sont les 3 attaquants de l'Olympique de Marseille. Ils étaient tous les 3 alignés d'entrée contre Valenciennes et ça a été un petit fiasco puisque, on le rappelle, c'est Jordan Amavi qui a délivré à l'Olympique de Marseille. Pas de but pour eux face à une formation de Ligue 2 qui était tout sauf un cador. Du coup, au niveau de la confiance, ça ne doit pas trop être ça. Et je vais vous poser une question, messieurs. Comment faire? Qui relancer et qui aligner à Rennes? Alors, on a fait un sondage sur le Phocéen. C'était un de tes articles, Christophe, ouais, probablement. pour voilà, faire un petit point sur l'attaque de l'Olympique de Marseille. On a proposé, bien sûr, un sondage à la fin de cet article. Quelle doit être la pointe de l'attaque à l'OM? Donc, il y avait la possibilité de jouer à 2, à 1. Et voilà, vous voyez que ce qui triomphe, c'est un 4-2-3-1 avec Valère Germain. On va me donner le nombre de votants rapidement dans l'oreillette. Mais voilà, on voit que ce qui se dégage, c'est Valère Germain tout seul devant, donc avec 3 milieux offensifs derrière lui. Babou, c'est pour toi la meilleure solution? C'est la meilleure solution. Je suis d'accord avec Chris, c'est pas surprenant de voir Germain devant. Parce que je suis plus surpris sur le 4-2-3-1 parce que moi je suis favorable à ça, mais j'entends tellement dire tout le temps, il faut associer Germain à un autre attaquant que je suis surpris. On l'a vu contre Valenciennes. Oui. Non, mais c'est clair que l'OM a trouvé un équilibre comme ça et je pense que c'est la solution cette année en tout cas. Ce système-là est primordial. C'est la jurisprudence Saber Khalifa. Ouais. Avant qu'il fasse le match, tout le monde voulait qu'il joue. C'est presque la moins mauvaise solution parce que c'est vrai que pour l'instant personne n'arrive à nous convaincre devant. Donc, mais c'est vrai qu'en termes de schéma, en tous les cas, et puis voilà, devant, autant prendre le meilleur footballeur dont on dispose. Et c'est clairement Germain pour le moment. Tu étais en conférence de presse. Je pense pas que ce soit l'équipe qu'on voit samedi. Je regarde un peu plus bas ce que vous proposez. Moi, je dis pas que c'est mieux ou que c'est pas mieux. J'imaginerais bien. Il y avait 6000 votants. Le même système ou un 4-4-2. Après, ça dépend où on met les deux de devant. On peut toujours en discuter, mais je serais pas étonné que Mitroglou soit encore en pointe samedi. Oui, là, c'est de l'acharnement thérapeutique. Oui, mais peut-être qu'il faut de l'acharnement thérapeutique pour plein de raisons.
D'abord parce qu'il faut continuer à l'exposer, quoi qu'on en dise. Peut-être que l'OM va le prêter dans les semaines qui... Si on sait jamais, dans les semaines qui arrivent, il vaut mieux l'exposer. C'est pas au Vélodrome. On sait que c'était très compliqué la dernière fois. Ça, c'est un des meilleurs arguments. S'il faut relancer Mitroglou, c'est tout de suite et c'est à l'extérieur. Et c'est pas mardi. Un stade où il a marqué, c'était un peu la question d'ailleurs qui avait été posée. C'était le dernier argument, effectivement. Garcia. Il a été à l'aise là-bas, il a fait un de ses meilleurs matchs à Rennes. Ça fait autant de bonnes raisons de revoir Mitroglou. C'est juste pour dire que je ne dis pas qu'il me fait rêver, mais s'il n'est pas titulaire là, j'imagine mal le remettre au Vélodrome dès mardi. En gros, il est aux oubliettes. De toute façon, quoi qu'on en dise, il est là. Enfin, il est là. Il y a de quoi réfléchir parce que là, autant Valenciennes, on pouvait considérer ça comme un match. Voilà, on le gagne, c'est mieux. On a considéré ça. On le perd, on passe un peu pour des cons, mais enfin, c'est pas catastrophique non plus parce que la Coupe de France. Le premier match de l'année, chaque année est pourri. Mais le premier match de l'année, quels que soient les joueurs, à domicile, à l'extérieur, c'est un match qui vaut cher parce que tous les matchs de Ligue 1 jusqu'à la fin vont valoir très cher. Vu voilà, tu parlais de la concurrence, tu parlais de Lyon, de Monaco. Sauf que je dis pas que mettre Mitroglou d'entrée c'est un essai parce que de toute façon ce qui importe c'est le système. Mais si c'est pour remettre le pauvre Mitroglou et le ressortir à la mi-temps parce que le mec fout pas un pied devant l'autre et remettre Germain en deuxième mi-temps. Sauf que si tu le remets pas là, je sais pas quand est-ce qu'il revient. Voilà, je miserais pas la maison à la voiture là-dessus. Alex Susda sur Twitter qui nous laisse un petit message. Ça me permet de vous rappeler que vous pouvez nous laisser vos messages, interagir avec nous pendant l'émission sur Twitter, sur Facebook et le forum du Phocéen #LiveTalk. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Alex qui nous dit: salut les gars, pensez-vous qu'un départ de Mitroglou en janvier est possible? Perso, j'ai peur que l'OM le garde juste par fierté. Qui se rassure. S'il y a un acheteur, je pense que là, la fierté, ils se la mettent derrière l'oreille, l'OM. Parce que, non, évidemment, s'il y a une possibilité, je pense qu'il repartira. Ça me rappelle Peggy Leyenoula, messieurs, qu'on avait recruté en attaque, qui mettait pas un pied devant l'autre, qui était un flop total. On parlait de rumeurs de départ en janvier d'un échange, je me souviens, avec Nicolas Nelka, qui jouait à l'époque à Manchester City. Et puis il y a un match au Vélodrome contre Nice, Leyenoula met un doublé. Là, du coup, on parle plus du tout de départ. Et puis, pendant un mois, ça devient le meilleur joueur de Ligue 1 et de très loin. De toute façon, voilà, Mitroglou va mettre 2 buts à Rennes et puis on va se dire, finalement, formidable. Mais ça c'est le principe du commentaire foot. C'est-à-dire, vu qu'on parle de quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Et puis il y en a certains, vu tout ce qu'ils ont dit sur Mitroglou, ça commence à devenir. L'avantage, on parlait tout à l'heure sur Garcia, mais finalement, tu te dis que ce soit Germain ou Mitroglou, l'équipe, elle tourne bien. Bien sûr. Après ça, tout le 4-2-3, ça tourne bien, c'est bien en place. Et peut-être que c'est ça qui manque encore à l'équipe, c'est le jour où le 1 va tourner vraiment bien. Peut-être que c'est là que vraiment on va avoir le jeu qu'on souhaitait. Mais en tout cas, pour l'instant, ça tient bien avec cela. Donc. Mais c'est ça aussi, Didier. Si l'OM gagne à Rennes, mais avec un Mitroglou catastrophique, tu signes, on s'en fout. Oui, bien sûr, on est là pour le résultat. Même si on gagne 1-0 sur un CSC d'un défenseur central rennais, c'est pas grave, on prend. C'est le résultat qui compte. On est dans la course justement à la Ligue des Champions. Donc même si j'ai dit tout à l'heure que j'étais un peu pessimiste, j'espère de tout mon cœur d'y arriver. Après, j'ai l'impression concernant Mitroglou que collectivement, apparemment, il y a des fuites. Voir si c'est vrai ou pas, je sais pas. Il y a une petite fracture apparemment avec quelques joueurs, je sais pas. C'est toujours des bruits qu'on voit dans la presse, etc. C'était des bruits. Quand tu regardes le match contre Valenciennes, tu vois quand même il y a certaines attitudes qui montrent quand même. Oui, qui montrent clairement. Il y a une fracture, il y a un décalage. Il y a un décalage entre lui et le reste de l'équipe. Et c'est vrai qu'avec Germain, même s'il est guère plus efficace que Mitroglou, techniquement et collectivement, c'est quand même autre chose. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Quand Germain est sur le terrain, il joue en remise, il arrive à faire des 1-2, etc. Mitroglou, moi aussi j'ai envie d'y croire. On l'a acheté quand même 15 millions, 50%. Donc en gros, en fait, le joueur vaut 30 millions. Si je nous fais pas mal comme ça, forcément. Ouais, mais bon, alors, on supporte tous l'OM, donc on a envie d'y croire. On se dit, ce mec-là, il va se révéler peut-être à Rennes. Effectivement, il va nous planter un triplé merveilleux avec une frappe en pleine lucarne et un doublé du droit et du gauche. Bon, je sais pas, peu importe. Mais voilà, mais après la réalité du terrain, on voit un Germain quand même qui est plus utile et qui joue plus avec ses partenaires. Et Mitroglou, c'est vrai que des fois on a l'impression que le pauvre il est perdu. Moi il me fait plus de la peine qu'autre chose, j'ai pas envie de lui taper sur la tête. Alors vous dites tous Germain, on va voir si ça se matérialise. On va faire l'équipe, vous savez, le coach, c'est nous, c'est notre petite rubrique qu'on aime bien dans le Phocéen avant les matchs pour voir un peu l'état du 11, ce qu'on en pense. Tony Mandanda dans les cages, bon ça c'est une évidence. La défense, j'ai envie de te dire Sakai, Rolando, Rami. On parle de Mitroglou, mais il y a aussi le dossier. On a le même dossier en défense centrale. Abdenour. Avec Ayman Abdenour. Bon, pour l'instant, voilà, Rolando, Rami. Attention, parce qu'il y a eu quand même Rolando
en conférence de presse, donc quelque part. En général, le mec joue pas. Ne joue pas. Ouais, en conférence de presse, c'est il joue pas une pas, garantie le mec qui- d'être Vu titulaire. le dernier match d'Abdenour à Rennes, enfin, vu les prestations d'Abdenour quand il croise la route de Rennes, je pense que ça va être mieux de le laisser sur le banc. Donc Sakai à droite, Luis Gustavo au milieu de terrain, à côté de lui, Zambo Anguissa. Zambo, je Moi, dirais. je pense à l'extérieur. Ouais. Moi, je pense qu'il va mettre l'équipe classique, l'équipe qui gagne. Donc Morgan Sanson rétabli dans l'axe, Payet à gauche et Thauvin à droite. Si Sanson n'est plus malade, ouais, ça devrait être, à mon avis, ce sera ça. Ouais. C'est ce qu'a dit Rudy Garcia en conférence de presse. Tout le groupe était récupéré. Et donc en pointe, vous êtes tous d'accord pour dire Valère Chamin. On a le 11. Moi, je mettrais les deux. Donc, Moi, je vais rester voilà. sur ce que je dis. Pour moi, il y aura et Valère Tu restes en Germain 4-4-2. et Costas Mitroglou. Mais bon. Mais Donc, Germain, Zambo alors, Anguissa à et la Luis place de Gustavo, Sanson, alors, au Germain milieu. Oui. Germain en 9,5, quoi, on va dire. Exactement. Donc toi, tu Ouais. mettrais Germain Vitroglou et Charles pense. qui Bah, Sanson, hein. Sanson. Non, mais après, dans ce que dit Tony, je suis d'accord avec lui sur le fait que c'est Alors un 4-4-2, attendez, Luis c'est un Gustavo 4-2-3, et Zambo, c'est ça pareil, on hein. n'y touche pas, c'est bon, on peut le valider en régie. Zambo Anguissa, d'ailleurs. Mhm. Hein, on ne dit pas Fabrice Céleste, Non, c'est vrai. par exemple. On peut dire Zambo ou Thauvin Anguissa, à c'est droite, pareil. tout le monde est d'accord. Ouais, bah oui, a priori. Alors du coup, donc ça serait Payet à gauche. Oui. Tout le monde est d'accord aussi. C'est pour ça Il qu'on faut dit bien que je c'est perturbe similaire. un peu vos certitudes. Même si Payet, Moi, je vous cache pas Andy, que- c'est NJ que j'ai. Je suis peut-être le seul, mais je l'ai pas trouvé mauvais contre Valenciennes, sauf dans ses derniers gestes. C'est exactement C'est ça. comme Je ça, pense il qu'il faut a été Au moins de défini pas pour les décisive, derniers gestes. même si elles ne sont Mais- pas transformées. Ouais, voilà, mais dans ce NJ, match-là. C'est lui qui peut dire tout c'est ce lui qu'on qui veut donne le depuis but à ton Andy, avis. non Et Il NJ, s'est apporté honnêtement, qu'on a pas, on en a bien qu'un. sûr, c'est un profil qu'on n'a C'est pas. un En plus, déclencheur. t'as entièrement Après, il a raison. du mal à finir. Si on joue un peu plus bas à Rennes, c'est-à-dire que si on leur laisse un peu plus le ballon Est-ce que- par rapport à ce qu'on fait au Vélodrome, il n'est Alors, pas est-ce que interdit je d'imaginer un NJ soit en pointe, soit sur le côté gauche avec un Payet en 10. Est-ce que je suis fou de vous suggérer Lucas Ocampos? Je m'explique. mais j'avais oublié, ouais, c'est vrai. Rennes joue avec un excellent latéral droit, Amari Traoré, qu'on a vu les deux matchs se balader contre l'OM, que ce soit au Vélodrome ou en Coupe de la Ligue. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre un Ocampos qui va plus assurer le coup défensivement, quitte à mettre un Payet dans l'axe qu'un Payet sur le On côté peut gauche? raisonner à l'inverse et se dire que c'est plutôt Rennes qui va imaginer quoi faire face à Payet plutôt que l'OM face à Traoré qui fait partie des Valenciennes, 26 dimanche, ils ont Traoré qui imaginé jouent en quoi Ligue 1. faire, Valenciennes, je t'avoue, ils ont je le connais imaginé pas, quoi mais, faire face à Payet, hein. Non mais c'est vrai que les Traoré c'est quand même un nom qui circule en Ligue 1. Chaque équipe a son Traoré, tu connais. Voilà, ou son Koulibaly. Le dicton. Et où son Koulibaly. Non mais Payet, quand on voit le match de Payet face à Valenciennes, c'est pas forcément ce qui risque de faire vraiment peur au Stade Rennais, non? J'ai pas trouvé son match D'accord, scandaleux mais moi non plus. contre Valenciennes. D'accord. J'ai lu J'ai beaucoup de trouvé pareil choses. que les Non autres. mais on en attend tellement. Match de reprise, quoi. J'ai trouvé largement honnête. Ah, D'accord, Ouais. messieurs. Mais c'est pas suffisant Donc largement. pour la ouais. pointe, Mais pour un match de reprise, un si, joueur parce que ça a toujours été Match de janvier. classé récemment au Ballon d'Or. Regarde pour ces le 6 derniers mois. à ce prix-là, Par rapport à si c'est un des match honnête, c'est pas suffisant quoi. Non, mais regardez les matchs des autres équipes à la reprise aussi, et il n'y a pas eu de phénomène. Alors, Mais vous qui C'est- suivez, est-ce que côté on va parler de Rennes après peut-être. on parle de Rennes après. Ok. Juste on finit donc. Est-ce qu'on met Sanson ou est-ce qu'on met Germain et Mitroglou devant, ou alors Sanson en 10 et Germain en pointe? Vous allez vous mouiller, Christophe? Moi je mets pas Mitroglou, donc je mets D'accord. Germain en Sanson, pointe. Germain. Après sur le côté gauche, je ne serais pas scandalisé par la Bah bon. présence de NJ. Moi, je préfère Sanson aussi. Je préfère voir Sanson sur le terrain parce que je trouve qu'il fait partie de l'équilibre de l'équipe. Eh bien, ça sera Sanson, Germain, Tony, nous ne t'écoutons. Il fallait bien. Non, mais voilà, c'est c'est peut-être moi lui qui qui aura raison. Je suis payé très cher pour dire des choses. C'est très bien, ça sera Sanson en numéro 10 et Germain, c'est bon, voilà, la compo, elle est faite. Rudy, ne te casse pas la tête, on a travaillé pour toi et donc on peut passer paisiblement à l'avant-match contre Rennes. L'avant-match contre cette équipe, l'avant-match de la rencontre de l'Olympique de Marseille qui se déplace à Rennes, ça sera ce samedi à 17h. Tiens, pour une fois, l'OM joue sur ce créneau de samedi à 17h. Nous donner l'occasion de voir le calendrier parce que pour l'OM, on repart sur une période avec 5 matchs en 15 jours. Vous allez voir ça, vous allez voir aussi derrière le classement. Donc vous voyez, en ce qui concerne le calendrier, il va voir derrière Strasbourg, il y aura une journée de Ligue 1 en semaine, ça sera mardi. Le vendredi, le déplacement à Caen, là aussi l'OM jouera en premier pour faire place au mardi suivant à un match à Épinal, Épinal. fin janvier. C'est très. Alors, je connais moi le stade de la Colombière.
Match qui sera Épinal. diffusé sur Eurosport. Je te garantis que fin janvier, il faut vraiment être payé pour y aller. Quoi. Voilà. Romain, Gratuit, Romain tu vas Eric, pas, hein. on te Impossible. salue. Ouais. Tu vas prendre beaucoup de plaisir. Et c'est pour nous. Dimanche, l'OM recevra ensuite Monaco pour le choc de la Ligue 1. On va jeter un coup d'œil au classement, voilà, pour voir que l'OM a donc 3 points de retard sur Lyon et Monaco dans la course au podium. Sachez que Monaco se déplace cette journée à Montpellier, alors que Lyon Pas va facile. recevoir Angers. Plus facile. Plus facile. Mais Voilà. non, Angers, j'allais dire c'est solide, mais c'était plus la saison dernière quand même. C'était quand il y avait Shekendoy. Voilà, Voilà. c'est vrai, Hein. le géant. Le Traoré de chez... Non, ils ont un Traoré aussi, attention. Probablement. Non, ils en ont, c'est une certitude. Donc, l'Olympique de Marseille, 4e pour l'instant, qui va donc être opposé au Stade Rennais. Est-ce que vous pensez qu'il y a un choc psychologique, un avantage psychologique pour Rennes qui a gagné 2 fois l'Olympique de Marseille, bon, même si techniquement le match de Coupe de la Ligue était un match nul? Soun. Non, pas spécialement. Je pense que la défaite qu'on a subie à domicile au Vélodrome était en début de saison. Ça relève plus de l'accident et C'était pas de le la même mise en coach, ils place, avaient encore de la Christian mise en place Gourcuff, d'équipe. Ouais, c'était pas le même coach. Même si Sabri Lamouchi fait du très bon boulot à Rennes. Ouais, c'est intéressant de le suivre. Il s'en sort bien, suivre son parcours. il a eu des idées assez intelligentes, il arrive à produire du jeu avec l'équipe qu'il a, pareil. Mais sans être trop optimiste, je pense qu'on peut viser la victoire à Rennes quand même. Babou, on rencontre une équipe qui est vouée à affronter le PSG tous les 15 jours. Est-ce qu'on va pouvoir peut-être profiter d'un effet où ils sont un peu traumatisés encore par on rappelle, ils se sont pris 6-1 dans leur stade il y a une semaine. Ouais, je sais pas, c'est vrai que moi je reste sur le dernier match quand même de l'OM à Rennes, et je pense que quand même les choses ont été remises à leur place quand même. Je pense que l'électrochoc du match aller a été digéré par les Marseillais. De là, on a construit beaucoup de choses. Je pense que l'équipe n'est plus la même. Et puis, la dernière fois où on est allé là-bas, je me souviens surtout de la première mi-temps. Alors, c'est un paradoxe parce que comme disait Tony tout à l'heure, je pense qu'il faudrait peut-être leur laisser un peu le ballon, mais je me souviens quand même que dans ce match, c'est surtout en première mi-temps où l'OM avait été très bon, et l'OM les avait étouffés justement. Ils avaient pas été un petit capable peu de tuer paniqué. le- C'est ça. De tuer Donc c'est un peu paradoxal, mais je pense que l'OM a montré quand même qu'il était capable de bousculer cette équipe. On va regarder de suite la compo de Rennes, la compo probable pour ce match. Koubek dans les cages, le futur Petr Cech, c'est pas encore le cas. Mexer, Gélin, puisque Niagnon est régulièrement sur le banc avec Sabri Lamouchi. Mexer, c'est pas mal. C'est violent. Oui, enfin voilà, c'est défenseur du méchant, comme il en faut, défenseur. attention. Voilà. Gélin, je connais pas. Je m'aperçois que c'est la question que je voulais te poser, que Sarr n'était pas là. Il est toujours Alors, blessé. il est Enfin, parce qu'il est revenu et puis il s'est refait mal. Voilà, il est Voilà. revenu, mais c'est pas encore. Parce que c'est quand même lui le danger sur le côté. Voilà, et je pense que ça sera plus Cazerie du coup Et puis qui sera Cazerie, aligné évidemment, en pointe, qui est un en super footballeur. faux numéro 9 avec Adrien Hunou, Bourigeaud qui fait vraiment une belle saison. Intéressant. Ouais. Et André. Gourcuff. C'est André qui nous Et a fait André mal. derrière, qui reste été pour moi un des marqué. joueurs les moins Ouais. bien cotés dans ce championnat. Une super Quel reprise état pour de Liverpool, super quand reprise de même, volée. Ouais. À l'intersaison, c'est situé ça. Voilà. Non, mais c'est un bon joueur. Puis Gourcuff, je t'avoue que cette année, je l'ai pas vu vraiment rejouer, hormis dans les résumés. Donc, Et malheureusement, voilà. quand c'est Mais lui, il est contre toujours l'OM, peut capable. se- Ouais, mais contre l'OM ou n'importe qui. Salut voilà. d'ailleurs. Une fois dans l'année, il faut tomber sur le mauvais jour. Gerland. Enfin, sur le bon. Si on a la malchance de tomber sur un bon jour pour Gourcuff, ouais, il peut gagner le match tout seul, quoi. Ouais, Donc ça, ça. Il en est capable. voilà, c'est pas rien à Rennes. Il y a quand même des joueurs intéressants. Ça reste Cazerie, notamment pour ses qualités offensives, on les connaît tous, mais je me souviens aussi qu'il nous a encore énormément embêtés quand même dans la relance. C'est un lâche-rien. Ah Et il a oui, beaucoup Cazerie, embêté c'est- nos défenseurs centraux, et il va pas Footballeur, lâcher. hein. Et nous, Ouais. on a des difficultés à relancer, donc ça va être La bonne piège, c'est compliqué. d'avoir pensé à le mettre en pointe. Ouais. C'est vrai qu'il a été Ouais, c'est pas con. insupportable Ouais, face c'est à vrai. l'OM lors C'est des vrai. derniers matchs. C'est étonnant parce qu'il a, Dans ce système-là. il a jamais eu vraiment le profil. On n'aurait jamais imaginé Non, que c'est ce une idée soit de Lamouchi et c'est plutôt très avant-centre bien. et- C'est payant, ouais. Mais tu Ouais. vois, un Ça peut, Cazerie. être, ça peut être une inverse parce que ça peut être aussi Cazerie côté gauche et Moubélé. Ouais. qui peut Ouais, jouer dans le Moubélé, reste. ouais, c'est vrai, qui est Rennes puissant. recherche hein. un attaquant, Assez puissant. en ce moment, je pense que c'est aussi un signal envoyé. Mais ils n'ont pas vraiment de latéral gauche parce que Ben Sebaini, c'est un plutôt central ça. de formation. C'est ça. C'est Est-ce ça. qu'il est gaucher au moins Oui. Oui, oui. Ah ouais. C'est déjà C'est celui qui était à Montpellier. Un peu lent, C'est ça. un peu plus lent. Mais il est un peu C'est ça, lent, une donc il y aura connexion peut-être entre quelque Rennes chose à et- faire
Pour notre ami Florent, c'est Thauvin qui va attaquer sur son côté. Des fois, j'ai du mal avec la gauche et la droite. Et justement, il y aura peut-être quelque chose à exploiter de son côté à Ben Sebaini, notre ami. Quand il y a comme ça un joueur de côté comme Thauvin qui rentre beaucoup sur son pied gauche, justement lui qui est gaucher, c'est une difficulté supplémentaire. En général, il prend beaucoup l'intérieur, Thauvin, et c'est mieux d'avoir un droitier sur ce truc-là. Donc il y a beaucoup de choses qui plaident en faveur de Thauvin. Très bien, on verra ce que ça donne. Je vous rappelle, le match, ce sera samedi à 17h. Maintenant, s'il est temps d'ouvrir la grosse page Mercato, je vous l'avais promis, je vous l'avais annoncé en début d'émission. Avec des révélations. Des révélations incroyables. On démarre tout de suite avec Luis Gustavo. Quel intérêt de démarrer une page Mercato avec un joueur qui est déjà à l'Olympique de Marseille. Oui, j'allais dire, il va arriver. Voilà. Bonjour Luis. Non, c'est vraiment pour parler de l'avenir, de se faire un petit peu peur. Luis Gustavo a donné une interview à la Provence où il redonne il répète à l'envie. On a l'impression qu'on pourrait changer le nom et mettre un peu tous les joueurs, changer les années. Cette interview, on l'a déjà lu. C'est une interview classique. Si on commence à lire les interviews de footballeurs. Non mais c'est vrai, hein, hormis 2-3 un peu fatigués du cerveau, qui sont parfois intéressants. Sinon, c'est pas la peine de perdre du temps. Ou alors, il faut aimer la lecture. Non mais c'est vrai, en règle générale, voilà, on va continuer à travailler. On salue tous les employés d'administration qui ont le temps de lire à Marseille ces longues interviews. C'est très, pour la Provence, ça n'engage que moi. Voilà. Je vais les retrouver comme à Bordeaux, au bord du terrain, à protester. Non mais voilà, j'avais vu dans la foulée un tweet toujours très juste de notre ami Basile Bowie. Vous savez, c'est un des tweetos préférés de Jacques-Henri Hérault. Pas pour rien, il est quand même pas mal. Voilà. Et puis donc dans la foulée, vous voyez 8h47. Incisif, il a lu l'interview et paf, il a dit voilà, ça multiplie les interviews, les grandes phrases pour clamer son amour de l'OM et de ses supporters, mais ça va nous quitter sans trembler des genoux en cas de non-qualif en l'LDC. Fais-moi mal, Louis Gustave, on s'est profite. Alors, messieurs, je me suis dit, bah tiens, est-ce que on doit vraiment avoir peur? Est-ce que en cas de 4e place, on va commencer un peu à trembler d'un éventuel départ de Luis Gustavo? Commence à l'envers. Est-il venu à Marseille pour la Ligue des Champions? Voilà. Déjà non. Il a prouvé en signant à l'OM que c'était pas un joueur qui recherchait la Ligue des Champions. Ça n'a pas été sa motivation. Voilà, peut-être qu'à 30 ans, je vais pas dire que ça carrière derrière lui parce qu'il a gagné la Ligue des Champions. À un niveau extraordinaire, mais il a déjà gagné, il a fait le Bayern, etc. Donc voilà, s'il a signé cet été à l'OM, c'est que c'est pas quelqu'un qui recherche la Ligue des Champions, sinon il serait pas allé à l'OM. Donc je me fais absolument pas de soucis pour ça. Le seul souci, c'est qu'un gros club l'été prochain ait absolument besoin d'un numéro 6 opérationnel. Ouais, mais il serait peut-être déjà allé en Chine. Bon, tu vas me dire, quand on voit les propositions, quand on voit Cédric Bakambu. C'est ça. Non, mais c'est ça. Là, il n'y a plus de limite. Ouais, non, il n'y a plus de limite. Il y a plus de 8e joueur le mieux payé au monde, Cédric Bakambu. À part l'argent, je vois pas la motivation qu'il pourrait y avoir chez lui pour aller voir ailleurs. Peut-être qu'un, mettons à Liverpool, je dis Liverpool, ça peut être Chelsea, ça peut être la Juve, n'importe quoi, se retrouve l'été prochain avec une grosse blessure, leur numéro 6 titulaire, et là se disent, bah tiens, Gustavo a été exceptionnel cette année à Marseille, et mettre le paquet. Bon ben là, effectivement, il pourrait partir. Mais sinon, je pense qu'il ne sera pas dans la réflexion de se dire, moi, s'il n'y a pas avec des champions, je m'en vais. Parce qu'il a prouvé qu'il s'en foutait un peu, que ce soit à Wolfsburg mais peut-être qu'à Wolfsburg, il n'avait pas le niveau qu'il a montré cette saison et l'exposition qu'il a montré cette saison à l'OM. Peut-être qu'il l'avait, on n'en sait rien. Tu voyais les matchs de Wolfsburg? Non. Non, voilà. On ne sait pas, non, mais c'est pas non plus... il est formidable, mais c'est pas non plus le meilleur numéro 6 au monde actuellement. Le fait qu'il y ait cette cote de popularité, que ce soit le joueur préféré des supporters, qu'il ait une chanson à son nom, est-ce que ça peut jouer, Soun, ça, le fait d'être comme ça, une idole? On se dit ailleurs, si je signe au Barça, ils vont pas me faire une chanson au Nou Camp. Bon, je pense que n'importe quel joueur de foot doit apprécier le fait d'être aimé des supporters, c'est naturel. Après... tout a déjà été dit. Il a signé ici, il n'y avait pas de Ligue des Champions, il y avait la Ligue Europa. Je pense que la Ligue Europa, il s'en foutait complet. Il vit dans une ville qui lui plaît apparemment. Il a cette chanson pour lui qui doit sûrement lui faire plaisir. Je ne sais pas s'il l'entend vraiment. Il s'éclate un peu sur le terrain. Je ne vois pas l'intérêt pour lui d'aller voir ailleurs. Est-ce que Tony,
quand on a Luis Gustavo, il y a aussi une petite pression justement de se dire il faut peut-être que si l'OM finit 4e, il n'y a pas de Ligue des Champions, il va rester, mais il y a intérêt à monter en grade et à lui ramener d'autres Luis Gustavo, sinon parce que c'est le projet qu'on lui a vendu aussi. Ça doit faire partie du projet qu'on lui a vendu. Effectivement, d'être lui dans les fondations et de monter d'un cran, de muscler. Parce qu'il dit qu'il veut faire progresser et il est très content de voir un Zambo Anguissa progresser, mais si on lui met 10 Zambo Anguissa autour de lui, il y a un moment donné où ça va peut-être le gonfler, non ? Ouais, après j'ai plutôt confiance moi dans ce que fait la direction depuis qu'elle est là et sans vouloir passer comme ça juste la brosse à reluire pour faire plaisir, mais c'est ce qui est fait jusqu'ici est dans la logique des choses et je trouve que les dirigeants tiennent à peu près leurs promesses et que avec 2-3 boulettes dont on a parlé, mais sinon voilà, globalement c'est assez personne n'est à l'abri d'un accident. Bien sûr. L'affaire Evra c'est totalement surnaturel sur le parcours depuis que les dirigeants sont là. Pour l'instant, ça monte étape par étape. Je ne sais pas jusqu'où cet OM est capable d'aller, mais on peut se dire que voilà, il y a eu le premier mercato d'hiver, un deuxième, la vraie naissance, la vraie fondation de cet Olympique de Marseille, que ça va encore s'étoffer avec le temps. S'il y a une Ligue des Champions cet été, évidemment, ça facilitera la vie de tout le monde, et notamment pour savoir qui sera à côté de Luis Gustavo. Vous avez évoqué des accidents. Babou, est-ce que Luis Gustavo, en cas de départ, pour une raison ou pour une autre, là, ça ne serait pas un accident, ça serait une vraie tâche et ça serait le symbole d'une ambition cassée quelque part. Est-ce que c'est un joueur témoin, comme il y en a des fois dans certains projets où on se dit, voilà, lui, c'est quand même le symbole que s'il est là, c'est qu'il y a un certain sérieux, un certain standing. Et donc, du coup, son départ, même pour la Chine et un pont d'or, ça ferait tâche. Il y a une symbolique, là. Voilà, il pue l'OM. Voilà, il a de l'OM dans la peau. Et effectivement, il y a un attachement viscéral à ce joueur-là aujourd'hui. C'est sûr, ce serait compliqué à expliquer aux supporters. Ce serait compliqué. Puis il gagne déjà très bien sa vie. Hein. Donc pour lui donner envie de partir, il faut vraiment mettre le paquet. Quoi. Parler d'argent, mais ça peut être aussi... Enfin, encore une fois, je pense que c'est un joueur intelligent, ça se voit. Alors après, l'argent, je sais que ça fait beaucoup dans le football, mais c'est un joueur qui a peut-être compris, à la différence de certains autres, qu'il valait peut-être mieux briller dans une équipe, dans un championnat, que dans une équipe comme l'OM, plutôt que d'aller dans des clubs comme West Ham ou quoi en Angleterre. Ouais. Parce que sur les grosses équipes, on en a parlé tout à l'heure, mais il aurait été un joueur parmi d'autres et un joueur de rotation. Parce qu'il n'y a aucune équipe à l'heure actuelle qui pourrait mettre Luis Gustavo, même s'il a été très très bon. Mais non, mais on voit que ça peut arriver. Sur la Méditerranée, Barça est allé chercher Paulinho, non voilà, c'est un peu le même profil. Ça peut lui tomber dessus à un moment ou à un autre. Quoi. Ouais. Luis Gustavo reste à l'OM, ça va, je vous ai écouté, je suis convaincu. Maintenant, on va se mettre à rêver, on va imaginer à côté de lui un Kevin Strootman, l'Hollandais de l'AS Roma. Kevin Strootman à l'OM, voilà, c'est la rumeur relayée par le journal romain L'Eco. Je sais que tu es spécialiste des journaux italiens. Bien sûr. Tu connais bien la presse. L'Eco. Voilà, j'ai tenté, absolument pas. Non, mais Strootman, c'est dans la veine des rumeurs Cabaye, Debuchy, Gervinho. Un ancien joueur de Rudi Garcia. Voilà, les anciens joueurs de Garcia. Au PSV Eindhoven, quand si Totti jouait encore, on parlait de Totti, voilà, de Rossi. L'année dernière, il avait quand même dit dans une interview au JDD Rudi Garcia, si Strootman en avait tenté, ce n'était pas possible. Si c'était bon, j'allais le chercher en voiture. Et alors, il se trouve que là, la Roma est dans une situation délicate financièrement. Ils ont besoin de vendre pour entrer dans les clous du fair play financier. Et donc, du coup, Kevin Strootman est peut-être le joueur le plus à vendre. En ce moment, donc, je suis allé regarder un peu ce qui se disait en Italie. Il est décrit comme... Le milieu de terrain de la Roma est présenté comme problématique parce que Gonalo est une erreur de casting incroyable. Et Strootman est vu comme un joueur qui a la tête ailleurs, envie de partir, qui ne se voit plus du tout à la Roma. Alors, on a parlé de Liverpool pour lui, mais... Et c'est là où il y a la chance de l'OM, parce que normalement, il n'y aurait pas photo entre Liverpool de Jürgen Klopp, qui joue la Ligue des Champions, qui joue le titre en Angleterre. Enfin, Liverpool va perdre... Le problème, ils vont perdre Emre Can. Ils ont déjà son remplaçant. La Juventus, mais voilà, ils ont Naby Keita qu'il faut revenir de Leipzig. De Leipzig, un ancien joueur qui était passé par Istres. Ils ont payé 70 millions d'euros et ils sont prêts à mettre une rallonge de 20 millions pour qu'ils viennent juste pour venir cet hiver. Voilà, pour venir en janvier. Donc j'ai l'impression que Strootman, c'est pas vraiment
vraiment leur tasse, enfin leur priorité. L'OM a peut-être un coup à jouer avec donc du coup Rudy Garcia à sa tête. Est-ce que parce que Strootman, voilà, on parle de Hugo Steele, tiens, nous pose une question sur Twitter. Que peut nous apporter Kevin Strootman? Je vais te poser la question, Babou, et en rajoutant, est-ce que on met 35 millions d'euros dessus? Alors je sais que tu es raisonné parce que 35 millions d'euros. Voilà, est-ce que 35 millions d'euros, tu sais très bien que le budget de l'OM n'est pas extensible. Si tu mets 35 millions d'euros cet hiver, tu en mettras peut-être moins cet été sur tout ce que tu as à faire. Est-ce que tu mets 35 millions sur Strootman? Non, je ne mets jamais 35 millions sur Strootman. Je pense qu'il y a moyen de faire comme on a fait sur Gustavo, de trouver à moins cher que ça, parce qu'il a le salaire équivalent, je pense, à Gustavo aussi. Pas sûr, à la Roma, pas sur Italie. En tout cas, s'il vient à l'OM, il demandera le salaire. Oui, voilà, il demandera, mais parce que contre, je pense pas. À la Roma, je pense pas. Voilà, et puis sur le milieu de terrain, sur le reste, je laisse faire un petit peu, mais sur le milieu de terrain, c'est vrai que je suis peut-être un peu, j'en demande beaucoup, mais c'est encore pas le profil que je souhaite pour cette équipe de l'OM. Alors parlons du profil de Strootman. C'est quand même un joueur avec un gros volume de jeu, une grosse activité. Ouais. Et un adepte des petits coups, hein, on peut le dire, on va dire ça comme ça. Ce fameux joueur vicieux, un peu méchant, comme c'est très bien à en produire les Pays-Bas avec depuis, du poil aux pattes. C'est un joueur, il y a quelques années, qui aurait joué avec les chaussettes baissées. Tu vois, c'est le milieu de terrain là qui est... Avec la moustache aussi. Ouais, éventuellement une petite moustache en fer à cheval, voilà. Tu vois. Ouais, c'est possible. Avec du Bayard des années 70, là, voilà, Paul Breitner. Ouais, techniquement, c'était autre chose à mon avis, Breitner. Mais un peu dans la même veine, voilà. Mais voilà, un mec capable aussi de mettre des salopards. Exactement, capable de mettre des frappes de loin. Voilà. Est-ce que ça, Babou, c'est pas ce que tu me dis, c'est pas ce que tu attends? Non, c'est pas exactement ce que j'attends. Ce qu'il y a de bien, le point positif, c'est qu'il est capable, lui, de remplacer Luis Gustavo. Quand Luis Gustavo est absent, t'as vraiment un joueur au milieu de terrain qui tient la baraque et qui serait capable de gérer tout ce milieu. Par contre, il fait un peu doublon pour moi avec Gustavo. Limite, presque même, je trouve Gustavo plus technique que Strootman. J'aurais imaginé, moi, un joueur un peu plus casseur de ligne à côté de... Après, si on doit se concentrer juste sur les joueurs qui sont plus techniques que Luis Gustavo... On va faire une petite liste. Alors, c'est pas plus technique. Alors, c'est compliqué, on rentre dans des trucs. Ce sont des joueurs qui sont capables de porter le ballon et de franchir une ligne. Voilà. Toi, tu aimes les numéros 6, cerveau. Voilà. Ou un cerveau, tu aimes Maxime Lopez. Ouais, ou Modric. Modric. Voilà. Ah oui. Non, mais Xavi, Modric. À la fin, un peu plus que 35 millions. Ça peut être une solution, mais un autre style aussi dans le genre casseur de ligne, comme des joueurs comme on dit, on revient toujours sur Jean-Michel Seri, mais ce joueur capable de porter le ballon, de franchir des lignes balle au pied en puissance. C'est pas du tout le style d'un Strootman. Je dis, on revient encore sur Jean-Michel Seri, Babou. Sache quand même que c'est pas à la portée de tout le monde que de revenir sur Jean-Michel Seri. Tu as peut-être assisté à un duel épique sur ce plateau lundi, et c'était le moment rêvé de revenir sur Jean-Michel Seri, et certains n'ont pas saisi l'occasion. Enfin bon, il y a eu un sondage sur le Phocéen. Aujourd'hui, recruteriez-vous Strootman pour 35 millions d'euros? Et vous voyez, 74% des gens sont prêts à dire... Je pense que Najet Rami a dû voter... Alors, il y a peut-être eu Najet Rami, mais il y a eu 16 999 autres votants. Oui, mais c'est toutes les adresses IP de Najet Rami. Elle en a un certain nombre. Alors, elle a quand même voté quelques fois contre, histoire de contrebalancer, que ce soit pas... Il faudrait lui demander, parce qu'elle, c'est une spécialiste, elle rate pas un match de la Roma. Moi, je m'appuie plus sur Babou, qui est un peu spécialisé. Tout court. Championnat italien, oui, c'est vrai, même la 3e division portugaise, elle connaît. Ils ont une petite cellule composée de Najet Rami, Karim Matab, Kevin Kribisch. Voilà. À eux trois, je pense qu'ils couvrent tout ce qui se fait avec un ballon sur la planète. Soun, pour revenir à Kevin Strootman, 74% des supporters phocéens qui sont prêts à mettre, et 17 000 votants, hein, on est quand même sur, qui disent on est prêt à mettre 35 millions, ça a l'air de désoler. Non, je suis désolé. Je vais pas me faire que des copains, puisque en gros, ça fait quoi? Ça fait 2 personnes sur 3 que je vais me prendre sur le paletot quand je vais les mixer en soirée. On rappelle d'ailleurs que c'était sur le Forum il y a quelques années. Oui, puis j'y retourne de temps en temps. Je mettais des petits trucs, de troll de vieux. Et non, mais non, je suis d'accord avec Babou à 100%. C'est un peu le même profil que Gustavo. Ils vont plus se marcher sur les pieds qu'autre chose, en fait. Et le débat, à mon avis, ça doit être un débat à l'OM dans la cellule de recrutement, parce que qu'est-ce qu'on fait avec la progression d'Anguissa, de Zambo, qu'on a déjà. On travaille beaucoup avec lui quand même depuis 1 an maintenant. C'est un joueur qui est devenu titulaire. Cet été. Moi, j'ai entendu des gens parfois me dire qu'il avait un grand avenir. Je suis pas encore capable de dire si ça va être un grand joueur ou pas. Personnellement, j'en sais rien.
Mais voilà, ça doit être une vraie question. Parce que si tu prends un Strootman ou un autre, on va dire un titulaire en numéro 6... C'est pour en faire un titulaire. C'est pour en faire un titulaire. Il n'est pas pour la rotation. Donc du coup, tu fais plus jouer Zambo. Alors, on sait qu'il y a eu des demandes pour Zambo. Alors, est-ce qu'on le fait partir en première ligue? Tu peux mettre Strootman, Luis Gustavo et Zambo dans un milieu à 3. Non, mais c'est sûr. Dans la rotation, ce serait plus Maxime Lopez qui n'a pas tiré. C'est une question, quoi. Plus que Zambo. Après, Lopez, c'est différent parce que moi, je ne sais pas où le faire jouer. Donc, c'est différent. Très bien, messieurs, de toute façon c'est aussi un chantier le milieu de terrain, mais enfin pour finir, si je veux bien le voir à l'OM, moi personnellement. Moi je veux bien mettre les 35 mais je trouve ça hors de prix pour un mec qui a du poil aux pattes et qui joue chaussettes baissées, quoi. Pour moi ça vaut 74 millions. Ça vaut 7-8, ouais, mais c'est un attaquant, c'est différent. Strootman. Non mais justement on l'a payé combien? 8, c'est ça. 8. Bon voilà, Strootman, il peut faire rêver dans des matchs contre Paris, dans des classicos, et puis il peut te faire rêver lui prendre des cartons rouges. Ah là, il peut. Tout est question de petites Van Bommel. Il rappelle un peu Van Bommel, Strootman. Non, Van Bommel, c'était la méchanceté à l'état pur. Ouais, là c'est méchant. C'est quand même aussi un milieu défensif hollandais, quoi. Van Bommel, De Jong, voilà, c'est ce type de merveilleux De Jong. C'est ce type de personnage. On va passer à un autre personnage qui est pas du tout dans ce registre-là, mais qui fait quand même un peu rêver parce que c'est un attaquant et il a une belle réputation, c'est Chicharito. Alors mettons les choses au clair tout de suite, messieurs. Non, Javier Hernandez Chicharito n'est pas lié à l'Olympique de Marseille sur ce mercato d'hiver, mais c'est une possibilité que j'ai envie de vous soumettre. Vous savez, c'est le pourquoi pas nous que je vous fais des fois l'été dans un journal du mercato, le Mercatalk. Voilà, c'est bien de le préciser parce que sinon les gens vont imaginer encore Chicharito, quoi, le serpent de mer. Si on devait donner un visage à un serpent de mer, je pense qu'il aurait le visage de Chicharito. Il y en a eu d'autres à l'époque, les Gallardo et compagnie. Vous avez cette image en tête, ça y est, vous l'avez. Vous voyez un serpent c'est lui. Avec cette tête. Donc la tête de Chicharito, j'ai vu ce tweet passer de Sky Sports, voilà, cette information où on explique que West Ham est à l'écoute d'offres concernant Chicharito, donc ça marche pas pour lui. Là où je dis que c'est pas totalement farfelu et que c'est pas on se fait pas ça juste pour rêver, c'est que en juin dernier, Chicharito Andoni Zubizarreta était sur le coup et qu'il a choisi au dernier moment, alors qu'il avait une proposition de l'OM et une proposition de West Ham, il a choisi West Ham. Donc est-ce que l'OM finalement on pourrait pas l'amener à regretter, à se dire tiens j'aurais pu signer à l'OM et à le récupérer in fine. J'ai entendu ton argument, Christophe, qui est de dire mais alors à ce moment-là on va récupérer un mec au fond du ça peut arriver justement d'aller chercher un mec qui est en échec et de le relancer. Ça arrive souvent. Mais lui ça fait un moment que alors il est là parce qu'il a un nom. Il essaie de rebondir quand même. Ouais, mais voilà, mais c'est West Ham. Avant c'était quoi, Leverkusen? Il était à Leverkusen. Leverkusen a fait une belle saison. Il s'est planté. Il s'est planté à West Ham qui est sorti de la zone de relégation, mais qui est pas bien en Angleterre. Ils sont sortis de la zone de relégation sans lui. Mais l'an dernier, rappelez-vous, West Ham, ils avaient recruté un attaquant. Ça marchait absolument pas. C'était un calvaire. C'était Simone Zaza, l'Italien. Il est parti au mercato après seulement 3 mois donc à West Ham. Il est parti, comme quoi ça peut arriver aussi à Mitroglou, attention. Mais il est parti à Valence en Espagne et depuis il plante but sur but. Donc pourquoi pas parce que Valence un destin joue bien similaire avec Chicharito. Oui, mais Chicharito là pour le coup il n'a pas besoin que les autres jouent pour lui. Il marque des buts, les ballons traînent, il les marque, non? Ouais, enfin, si c'était encore un serial buteur comme il a pu être, l'a-t-il été d'ailleurs, parce que ça a longtemps été un remplaçant quand même à Manchester, si je ne dis pas de bêtises. Mais un remplaçant qui marquait. Mais si c'était encore un top joueur, un top player, il serait ni à West Ham, ni à Leverkusen. Tu vois, je sais pas, j'ai pas assez d'éléments. Si tu m'expliques qu'il est meilleur que Mitroglou, là, je te crois sur parole. J'ai pas besoin d'aller vérifier. Il est proche de Germain. La question, c'est ça. Voilà. La question, c'est ça. C'est aller chercher un attaquant. Pourquoi? Parce que Mitroglou est en échec. Si on reste sur les objectifs de Garcia, j'essaie toujours de me mettre dans sa peau. On a bien vu le profil qu'il cherchait. Chicharito, c'est tout sauf un bon Mitroglou. Voilà. Ouais. Après, je vous dis pas que moi, le profil Mitroglou me fait rêver, mais le projet de jeu de Rudy Garcia, c'était ça. Un profil à la Mitroglou. Il a un bon jeu fort, Chicharito. Oui. Ou alors je confonds, mais je crois que c'est un joueur. Le timing et la détente, on va dire. Bon jeu de tête. Après, le bonheur dans le prêt, c'est dans le prêt. Elle est belle. Mais par exemple, Robert Beric, qui est très gentil et qu'on embrasse, il est grand. Mais à choisir, je pense que Rudy Garcia, il préfère quand même Chicharito. Oui, c'est clair. Ouais. Mais Garcia a toujours joué avec des longues tiges de joueurs.
Il y avait qui au Mans, c'était qui? Desmélo, c'est ça? Tous les Desmélo. Et à Lille aussi. À Lille aussi, ouais. Il a toujours aimé avoir un grand mec devant. Au final, à Lille, il est champion avec Moussasso en pointe, qui n'était pas une armoire. Moussasso, Très bon attaquant. c'est un grand buteur, C'est pas une super joueur. armoire, c'est Non, mais costaud, il fallait le bouger. Il était Moussasso, nettement quand plus même. costaud, je suis c'était nettement un plus costaud costaud, que Chicharito. Costaud. Oui, je suis plus costaud que Chicharito, c'est pas la question. Par exemple, on dit Robert Beric, si tu prends, pour revenir sur un autre serpent de mer à l'OM, tu donnes le choix à Garcia entre Giroud et Chicharito, c'est Giroud direct. Ah oui, Parce qu'il est aussi en échec à Arsenal, mine de rien, Giroud, pour l'instant. On peut pas dire que ça soit la folie furieuse pour lui là-bas. Non, Oui. mais c'est un joueur, si Giroud part, je pense qu'il aura beaucoup de top équipes, je dis toujours top, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, beaucoup de grandes équipes seront intéressées par Giroud, à mon avis, quoi. Et il fait tout un peu pour maintenir cet intérêt. Alors Sauf qu'il va aller à un endroit où il est sûr de jouer. Voilà, il vaut mieux pour lui. Donc, dans Ouais. une très grande équipe, c'est Ouais. pas forcément. Non, il jouera pas. Donc, j'ai bien compris, messieurs, vous à choisir. On attend sagement que Giroud soit rétabli pour voir s'il y a une chance avant de prendre une décision. Non, faut pas se limiter à Giroud, les gars. Faut pas rester là-dessus parce que je pense que. Parce que ça a déjà été fait cet été. Donc, Ouais, on sait comment ça s'est Il y a fini. André Chourleux, tiens, qui Il n'est pas qui joue venu, à et Dortmund, puis qui est son proposé agent partout, a dit ça vaut. qu'il partirait pas forcément. Voilà, partir pour partir, ça l'intéressait pas. Donc, Oui, il a parlé de la Turquie et de la Chine en disant c'est pas, Ouais. c'est pas des trucs pour lui. Ouais, bah voilà, déjà. Donc il n'est pas évident de le voir partir, à mon avis, quoi. Très bien. Chourleux, c'est de joueur de côté plutôt, non? Ouais. C'est plutôt un ailier Ouais. gauche qu'un joueur Il peut jouer dans l'axe au en besoin, pointe mais c'est aussi. pas ouais. sérieux. Il est où maintenant, l'ami Dortmund. À Dortmund, Et il joue d'accord. pas du Et tout. un Il est en échec. échec complet. C'est vrai. Voilà. Mais il y a toute une génération comme ça d'Allemands là, qui étaient formidables et qui sont un peu moins performants là, depuis un an ou deux. Et puis, il en reste un qui est quand même au niveau, il faut le reconnaître, c'est Julian Draxler, Ouais. Paris Saint-Germain, qui Oui. est Je plutôt. suis pas persuadé que le PSG nous le prête. Puis c'est pas un avant-centre non plus. Donc, voilà. Ce serait pas mal, tiens, un prêt de. Ouais. Ah bah Facile. Thauvin à droite et Draxler à gauche. Je Il y a une prends. crise avec Cavani, s'ils savent pas quoi en Ouais, foutre. ouais, voilà. Ouais. On peut le On peut récupérer. même prendre l'autre si c'est vraiment, Passage, si c'est vraiment ça. Messieurs, quand on commence à partir sur des sujets. T'as dit on comme se fait ça, et à plaisir ce espérer- soir, non? Oui, Ouais, j'ai évidemment. entendu, moi. Eh ben, on va continuer le plaisir avec les questions-réponses. Les questions-réponses, une véritable partie de ping-pong qu'on prend plaisir à faire. Tu n'aimes pas le ping-pong? J'aime beaucoup le ping-pong, sans être forcément un grand spécialiste. Je sais que notre directeur Vénéré est un grand pongiste. Oui. Fut un grand pongiste, en Fut, tous les ouais. cas. Ouais, Je sais pas s'il c'est pratique toujours encore. Mais qui n'aime pas le ping-pong? C'est vrai. C'est vrai. Formidable. C'est une vraie question, ça. C'est impossible de pas aimer le ping-pong. Non. L'occasion pour moi de saluer Stéphane c'est Braguier, ludique. mon partenaire de jeu. D'accord. Du ping-pong. Je vous le dis tout ça. On fait beaucoup de. Je sais pas si c'est très intéressant d'ailleurs pour les gens qui Allez, nous tu as regardent. raison, on va passer à la question de Gustavo19 sur le forum. Bonjour, pensez-vous que ce serait une bonne idée de vendre Thauvin pour plus de 60 millions d'euros? T'as eu un agent, Oui. Chris, et pas, on va dire, le plus mauvais, pas le moins influent, Ouais, des c'est agents vrai. français et qui te parlait un peu de Thauvin. J'ai lu cette interview avec intérêt et qui te disait que 67 millions, comme il était évalué là par l'Observatoire, c'était Ouais. limite un prix d'entrée, un ticket d'entrée pour... À partir du moment où on a un gros club en France intéressé. S'il n'y a pas de gros club intéressé, on peut même pas parler de valeur. Enfin, le Eh bien. Bayern, ils vont finir par le contrat de Ribéry Ouais. prend fin. Il y a Robben, c'est une possibilité quand même qui s'intéresse à Thauvin, ou c'est nous, Babou, même c'est nous, on est trop Marseillais, on Pas à est ce à fond. prix-là. Pas à ce prix-là. Le Bayern, je Ouais, crois que le le Bayern record, c'est sort avec pas de Tolisso, tarifs c'est comme ça, 35 ouais. millions. Non, Ouais. ils ont jamais pratiqué la surenchère. Ils le vont peut-être Bayern. s'y mettre, hein, parce que Oui, ils à un vont moment, peut-être ils ont être ils ont Ils ont quand même- ils avaient quand ouais. même mis 40 millions sur un Douglas Costa qui venait du Oui, voilà, Shakhtar. c'était le record. Sinon, le Bayern n'a jamais Thauvin, dépensé j'ai comme un l'impression, club a anglais. plus de références, même si Douglas Costa, attention, hein, mais Thauvin a plus de références de par ce qu'il fait à l'OM. Il est appelé en équipe de France. Douglas Costa, c'était pas encore un cadre du Brésil quand ils l'ont recruté. Alors- Et puis les prix pratiqués maintenant, Oui, ça sont peut plus les rien mêmes. avoir. Oui. Non, mais ça dépend déjà de ce qu'il va faire avec l'équipe de France. Est-ce qu'il va être appelé régulièrement? Est-ce qu'il va faire des apparitions sur le terrain surtout? Pour revenir à la question, c'est maintenant ou cet été? C'est quand même pas la même histoire non plus. Je pense que c'est cet été, puisqu'on en parle. Ouais, vendre Thauvin cet hiver. Même pour- Autant mettre la clé sous la porte. quoi. Même Ouais. pour cet été, je pense que c'est un homme important du projet. Et le projet, pour moi, il arrivera
à terme au moins la saison prochaine. C'est-à-dire que l'année prochaine, il faut encore conserver tes forces vives et essayer de, même si on peut t'en proposer autant, après il faut bien sûr qu'à terme, je pense que dans le projet, on sera amené à vendre des joueurs, même si c'est des joueurs qu'on aime beaucoup, même si c'est Thauvin qui Franck McCourt va arrêter d'investir. Il y a un moment, la machine elle va tourner. Est-ce que l'OM est un club qui est capable de dire non à quelqu'un qui vient avec 60 millions d'euros pour Thauvin? Alors, je sais pas est-ce qu'un club français, hors PSG évidemment, est capable de dire non à une équipe qui vient avec 60 millions d'euros? Et de rentrer déjà dans cette logique cas de figure, c'est jamais produit. Grand club, de déjà trouver entre guillemets son successeur et d'avoir comme ça des joueurs en Ligue 1, Ligue 2 capables de remplacer Thauvin prochainement. Parce que pour l'instant, le remplaçant de Thauvin, manifestement, il n'est pas au club. Il est indispensable, Florian Thauvin, pour l'instant. Bien sûr. C'est pour ça que je dis c'est un homme de base. Je pense que la finalité du projet, c'est l'année prochaine, c'est d'être en Ligue des Champions si tu arrives à être en Ligue des Champions. Donc je pense que Thauvin devrait... Par contre, moi, ce qui me fait rire, c'est à chaque fois que je pense à Thauvin, je pense à Newcastle. Parce que si tu le vends pour plus de 60 millions, à un moment donné, Newcastle, c'est phénoménal, quoi. Ils ont vraiment été tout bons sur le... C'est toute leur histoire. Ils ont acheté tout le monde, Newcastle. Ça fait 20 ans qu'ils font n'importe quoi, Newcastle. Historiquement, c'est incroyable. Ils ont un nombre très élevé de supporters. Bien sûr, club très populaire. Qui dépensent beaucoup d'argent, c'est comme ça. Comme quoi, quand ça va mal à l'OM, on peut toujours se dire qu'il y a pire que nous. Sur Twitter, Marseille 13, vous pensez quoi de la rumeur Lee Jong-sung? C'est une bonne idée que l'OM s'intéresse au marché asiatique. Faut m'en parler de ce mec-là parce que j'étais pas là aujourd'hui, donc. C'est un Coréen. Merci. Tu vois, j'étais persuadé qu'il était danois, mais finalement. Non, mais voilà, c'est un attaquant. Il joue quel poste? Un footballeur. Il joue au football. Non, mais on sait. Je n'en sais absolument rien. On connaît pas le poste. Christophe. Très bien. Après, ça se trouve, c'est un mec qui a envoyé, qui s'est fait plaisir que les énormes. Le mec n'existe pas. Te dire le poste, c'est quand même assez aléatoire parce qu'il y a des fois, souviens-toi, des gens qu'on a recrutés à l'Olympique de Marseille, on te les vend des défenseurs. En fait, ils étaient attaquants. Souviens-toi de Rudolf Cassel. Donc voilà, on t'a vendu des mecs à latéral gauche. En fait, ils étaient attaquants. Non, mais c'est vrai que les Sud-Coréens, on recrute rarement des stoppeurs sud-coréens. Donc je sais pas, ça doit être un attaquant ou un genre de couloir. Si c'est pas le même. Alors si tu insistes, je vais quand même te dire qu'il est milieu offensif et qu'il a 25 ans. Voilà. On te dit une oreillette. Ça veut dire que tu as une oreillette. Merci Nico. Ce serait pas notre ami de la semaine dernière aussi qui nous avait posé la question, qui nous demandait si ce serait pas intéressant de s'intéresser un peu plus au marché asiatique, parce que c'est la deuxième fois qu'on nous parle de ce marché-là. Je sais pas si c'est pas un peu la même personne. On avait répondu sur le fait que voilà, on connaît vraiment très très peu. Je pense que pas mais l'OM connaît très très peu le marché asiatique. Fabrice, pour répondre vraiment à la question, tout à l'heure tu parlais du projet, on est vraiment dans la consolidation de faire ce qu'a fait l'OM, c'est-à-dire à prendre des valeurs sûres, des joueurs opérationnels tout de suite, comme ont été Adil Rami et Jordan Mavi, où on peut tenter des paris. Je pense que la nouvelle phase du projet, c'est maintenant de prendre des joueurs qui ont un fort potentiel, c'est-à-dire que tu as pris les Rami, les Gustavo, les mecs comme ça, les Payet que tu as déjà, c'est de prendre des joueurs, mais plutôt en Ligue 1, je pense, plutôt des forts potentiels. Une question. Il joue celui. Je vais dire Broski, mais c'est pas la meilleure vanne. D'accord, ok, d'accord. Effectivement. Le temps que ça arrive dans l'oreillette. C'était pas la meilleure vanne. L'émission sera terminée. CPOM, peu de rumeurs concernant la vente de joueurs. Serait-il difficile de vendre des Doria, Bedimo et Sertis? La réponse est dans la question. C'est un euphémisme. C'est un certain euphémisme. Pourquoi ce serait difficile? Parce que c'est tellement de grands joueurs et qui coûtent tellement cher que ça va être très compliqué de trouver un acheteur. Bedimo, ça se vend pas. C'est vrai, Bedimo et Sertic, même Doria. Alors, j'ai un petit break. Je me suis pas fait que des copains en critiquant Doria, mais c'est tout sauf une lumière, quoi, ce type. C'est clair et net, parce que ça a été un espèce d'arnaque d'agent brésilien qui nous l'a vendu comme le capitaine espoir du Brésil. Quand on voit la différence entre un Marquinhos et un Doria, on a refusé à l'époque, au même moment, on a refusé. Qui c'était? Qui venait aussi avec une même société brésilienne, là, le mec de Bordeaux là, qui joue à droite, là, Malcolm. Vous vous rendez compte? Incroyable. Qui vaut, on a eu du qui en vaut 70 aujourd'hui. En même temps, si Bielsa l'aurait pas fait jouer parce qu'il était recruté. Non, mais bon, c'est con. Il est venu à la commanderie, le mec et tout. Dommage. Dommage. C'était arrivé ça pour le coup un peu après. Concernant Doria, sachez messieurs que Rudy Garcia était l'invité de Tim Dugas sur RMC. Ils ont pu parler de Mitroglou, ça a dû être sympa. Ils ont parlé également de Doria et Rudy Garcia a dit en gros que Doria avait eu sa chance et que maintenant il fallait vraiment partir parce que ça marchait pas. Mais c'est ça que j'aime bien avec Garcia, c'est que il l'a défendu un petit moment quand même. Voilà, ça y est. Bon là, tu comprends qu'il est plus dans ses plans, c'est réglé. Je te le dis clairement.
Mais il a quand même dit, si j'ai un fils, j'aimerais bien qu'il s'appelle Mathéus, je le prénommerai Mathéus ou Doria, c'est sympa. Bon voilà, c'est vrai que c'est sympa. On pourrait dire à Rudy Garcia qu'un niveau blaze comme ça, un peu sympa, il y a un jeune en réserve qui s'appelle Santana Mendy. Je trouve ça très... c'est pas mal. Je trouve ça pas mal, ça sonne bien. Bon voilà, c'est un conseil comme ça cadeau. Bon, ce qui pour revenir sur Doria, je reste persuadé qu'il a encore une petite cote, il y a encore quelque chose à faire pour lui trouver un point de chute. Après le vendre en Chine. Mais comment, Tony, tu peux dire ça? Il a passé, ça fait 4 ans que... Mais on sait pas, mais moi je l'ai jamais vraiment vu. Quoi, Doria? On sait pas. Alors si personne ne le fait jouer, c'est qu'il est pas bon. Oui, mais on est d'accord. Il a été touché par la grâce contre Lyon. Je sais pas ce qui s'est passé. Puis même il a fait des gestes que je pense que lui-même, avec le recul, il doit se dire comment il a fait. C'est un peu un joueur des années 80. Il a passé 2 petits ponts, je crois, dans le match, un truc comme ça. Il faisait des crochets improbables et tout. On s'est dit, c'est un vrai Brésilien. Et puis c'est un défenseur des années 80. C'est un défenseur qui balance dans les tribunes ou loin devant. C'est pas un défenseur qui lève la tête et qui relance. Aujourd'hui, c'est un sous-Paul Baïs, quoi. Tu es en train de me dire. Ouais, non. Aujourd'hui, c'est vrai qu'un défenseur doit être capable. C'est un sous-Paul Baïs. Clairement. Paul Baïs, il a fait ses preuves, le mec. Après, Doria n'a pas pu faire ses preuves. Il est beaucoup plus jeune, on ne sait jamais. Peut-être que dans une dizaine d'années, on dira. Visiblement, pour répondre en tout cas à la question, c'est peut-être plus facile à vendre, ceci dit, Doria que Bedimo ou Sertic, parce que son salaire est bien moins important que les deux autres. Il est plus jeune. Il a 34 ans. Bedimo est arrivé libre chez nous en plus. Voilà, attention. Attention à la blague qui peut. On a dit un Traoré dans chaque équipe. Attention. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais Bedimo, il a 33, au moins 33 ans. Attention, des œufs. Ah non, il n'y a pas de blague. Une piste d'œuf. Non, il n'y a pas de blague. Bedimo, tu le libères ou tu le vends pas. Mais de toute façon, lui, il ne veut pas. Enfin, il a encore 1 an et demi de contrat. C'est pas si mal. Ceci dit, il commence à réintégrer le groupe, Bedimo. Ouais. Bah oui, il n'y a plus personne de toute façon à son poste. Il était déjà là dans la semaine pour préparer le match contre Rennes. On va voir dans les fameuses cases choix du coach à la constitution des groupes. Je crois qu'il aurait dû jouer le match à Rennes d'ailleurs, le dernier. Tout ça pour dire qu'on a une équipe type qui tient la route. Et le reste derrière, c'est un peu limite. J'espère que ça va pas. Tiens, tu vois, regarde, ça concerne aussi un peu le secteur défensif. Et on va avoir une question de Darren sur le sujet. Rolando suspendu, je crois que ça sera contre Strasbourg. Qui le remplacera? Abdenour, Camara ou Doria? Pas Doria. Non, pas Doria déjà. Pas Doria, Camara non plus. La logique voudrait que ce soit Abdenour. Donc Abdenour. C'est ça. Abdenour. Mais c'est encore un drôle de ça va, Abdenour contre Strasbourg, non? Mais ne condamnons pas Abdenour sur le match qu'il a fait à Rennes, encore une fois. Il faut... Laissons encore le temps. On a toute l'année, là, on va laisser Abdenour rejouer des matchs. Je pense qu'il fera beaucoup de bien meilleurs matchs que ce qu'il a fait la dernière fois. Et Camara, il a encore dit Garcia. Donc il n'y a pas à paniquer si c'est Abdenour qui joue contre Strasbourg. Abdenour, clairement un échec. Il y a aussi peut-être les dirigeants qui réfléchissent à pas trop le faire jouer aussi, parce que c'est ça, au bout de 15 matchs, on est obligé de le garder une deuxième année supplémentaire. Voilà, donc là, pour le coup, ça peut rentrer en jeu aussi. Beaucoup de personnes, mais ça semble quand même difficilement concevable quand tu fais la saison avec 3 défenseurs centraux. Et s'il joue plus que Doria Samba et que c'est Queen Sertic qui va jouer quand il n'y a pas Rolando avec les béquilles. Ce sera sur cette image de Sertic sur le terrain en béquille que je vais vous laisser. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Oh là là, Tony, il avait envie de placer un dernier mot. Pas du tout, je l'ai pas vu venir. J'attendais encore la cerise sur le gâteau. Fais attention parce que l'émission de dimanche, de lundi dernier, s'est terminée. J'ai laissé la parole à quelqu'un sur le plateau en lui disant tiens, si tu as envie d'avoir une dédicace à placer. Effectivement, il a placé une dédicace, mais derrière, hop, une petite banderie pour un chef de groupe de supporters en difficulté. Donc voilà, je me méfie maintenant, attention. Je vais pas vous laisser comme ça pas de banderie, faire des petites chutes sensationnelles. Alors, sur le mercato, il y a un genre dont on n'a pas parlé, vous avez peut-être parlé lundi. Moi, c'est Thiago Mendes de Lille. Je verrais bien l'OM. Moi, j'adore. Super joueur. Et qui me rappelle un petit peu. Alors, Christophe en parle depuis des semaines. C'est vrai. Chercher les clubs qui sont un peu obligés de vendre aujourd'hui, il n'a pas 36 millions. Et Lille, quoi qu'on en dise, a de grosses difficultés. Et quand l'OM va chercher Florian Thauvin, c'est un moment où il a besoin d'argent. Ça serait du suicide pour Lille quand même. Mais ça serait du suicide, mais sauf que pendant 6 mois et tu le récupères derrière. Une méthode qu'on a déjà vue à Marseille. Exact, qu'il faudrait en complément de Luis Gustavo. Je suis d'accord avec toi. Terrible. Et je pense que tu peux être vraiment en position de force au moment de négocier, quoi. Parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est Andoum qui le recrute. Peut-être que ça vexera pas les dirigeants.
de Lille. Et puis derrière, c'est pas du tout les mêmes dirigeants qu'à l'époque, bien sûr, mais ça me rappelle un petit peu cette même situation. Où au bout d'un moment, de toute façon, ils avaient tellement besoin d'argent. Et c'était Vincent Labrune à l'époque, on peut le dire. Il le savait très bien que Lille avait besoin, un besoin vital d'argent. C'est le cas aujourd'hui. Bon, c'est peut-être pas, je suis pas dans les petits papiers des dirigeants marseillais d'aujourd'hui, mais s'il y a un joueur qui moi me fait envie, qui est milieu de terrain, qui est peut-être un peu moins cher, qui connaît déjà le championnat de France, puis aller chercher les meilleurs joueurs des équipes du championnat de France, c'est quelque chose qu'on a bien aimé par le passé, que j'aimerais bien refaire. C'est jeune. Très bien. Eh bien, messieurs les dirigeants de l'OM, vous avez entendu le cri du cœur de Tony Cellier. Ne le laissez pas comme ça. Faites-lui un peu plaisir. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Il y aura la finale de la Talk Academy. Je sais que vous avez suivi ça. Vous verrez donc qui sera le vainqueur, même s'il y a de fortes chances que ce soit Jordan, mon protégé, bien évidemment. On se retrouve de toute façon samedi pour le match de Rennes, donc pour l'Olympique de Marseille. Salut à tous.